Euh, je peux répondre à cette question partiellement parce que la plupart des entrevues qu'on a effectuées étaient dans la région de Toronto, la région de Montréal. Donc, on n'a pas vraiment cette perspective régionale. Mais on a fait quelques entrevues qui montrent que les problèmes sont plus graves, en fait, donc en dehors de ces régions. Donc, par exemple, l'équipe spécialisée qui s'occupe des travailleurs qui ne parlent pas anglais à Toronto est basée à Toronto et pas dans les autres bureaux. Donc, oui, il y a des différences comme ça, des problèmes d'accès qui sont encore plus aigus à l'extérieur, mais on n'a pas beaucoup de données, malheureusement, à ce sujet. Oui, c'est la même chose pour moi. L'étude portait sur la région de Montréal. Par contre, ça, c'est pas une donnée de recherche, là, mais comme chercheur, on m'appelle de temps en temps des conseillers de différentes régions du Québec qui me font part de leurs préoccupations face aux les enjeux des travailleurs immigrants en région. Et ce qui ressort beaucoup, c'est justement l'accès aux soins, mais la disponibilité des soins. Les barrières géographiques deviennent un élément important. Pas de ressources dans des régions où il y a à peine 1% de la population qui est issue de l'immigration. Donc, mais c'est une préoccupation grandissante et il va falloir qu'on s'y penche prochainement. Parce que dans les régions ressources, comme on les appelle, il y a beaucoup de travailleurs étrangers temporaires. Oui. Et ça, c'est un gros défi là, en termes de possibilités de réemploi et de suivi thérapeutique. Là. Oui, ça a été nommé. Des travailleurs qui nous ont rapporté s'être fait dire par un collègue que les jobs de bureau, c'est pour les Québécois, eux, c'est au shipping, par exemple. J'ai aucun moyen de valider cette information-là, c'est des données de perception. Mais oui, ça a été rapporté. Quant aux stigmates, il y a des formes de stigmatisation qui sont involontaires ou même qui ne sont même pas malveillantes. Quand, par exemple, en clinique, on fait du triage de dossiers sur la base d'une complexité présumée. On n'a pas encore rencontré la personne, mais avec son nom, on dit « OK, ça, on sait à quoi s'attendre, on l'envoie à une telle. » À la base, ça part d'une intention bienveillante. On ne veut pas alourdir le caseload d'un intervenant en particulier, mais ça crée l'effet de stigmatisation est là quand même. Parce qu'on présume que présume de. Donc, Est-ce que les autres conférencières veulent intervenir sur ce point-là? Dans notre étude également, on a documenté des exemples comme ça. Je dirais que c'est surtout au niveau, je dirais que j'appelle ça du culturalisme, qu'on va dire que certains comportements sont culturels, disons, ou même certaines lésions, comme par exemple les problèmes au niveau de la surdité. Donc, certains travailleurs, il y a même des informateurs clés qui disaient, ben, quand c'est un travailleur immigrant, on va lui demander, par exemple, est-ce que tu étais dans un pays où il y avait la guerre? Et qu'ils ne vont pas demander ça aux autres travailleurs. Donc, il y a des choses comme ça, que ce soit peut-être une expérience qui s'est passée dans le pays antérieur, soit comme un trait culturel, puis on va dire, ben, c'est à cause de ça que la personne agit de telle façon. Donc oui, on a documenté plusieurs exemples de ça. Et oui, en effet, il y a des différences. Donc, si une communauté est plus large, par exemple, donc au niveau de l'accès à l'emploi, la communauté va jouer un rôle important pour se trouver un emploi. Aussi au niveau de l'accompagnement des travailleurs, donc le fait qu'il existe des organismes pour les personnes de ces communautés. Donc, c'est beaucoup plus rare pour les membres de communautés qui sont plus petites. Et au niveau aussi de l'accès à des interprètes, donc si c'est comme par exemple
un langage qui est moins courant, que ça va causer plus de problèmes, par exemple, de trouver un interprète qui parle cette langue. Donc, oui, les travailleurs et travailleuses qui font partie de communautés qui sont plus larges, plus structurées, sont mieux encadrés à ce niveau-là. Quoiqu'en bout de ligne, au niveau des impacts sur les travailleurs, ça se retrouve à être la même chose, mais il y a plus d'accompagnement. Et aussi, une autre chose, c'est l'accès à des médecins. Comme en Ontario, la plupart des travailleurs à qui on a parlé avaient accès à un médecin qui parlait leur langue. Donc ça, c'est très, très utile pour ces travailleurs de pouvoir communiquer avec leur médecin dans leur langue, ce qui n'est pas le cas pour des membres de plus petites communautés. Merci. Je rajouterais quelque chose là-dessus. En termes de... Si on touche au volet santé mentale, il y a certaines communautés structurées, effectivement, qui sont ici de longue date. Et c'est une arme à double tranchant, parce que ces anciennes communautés-là ont développé des cliniques où on parle la langue, des journaux, c'est très structuré. Mais il y a quand même des communautés où, on nous l'a dit autant de la part des cliniciens que de la part des travailleurs, dans ma communauté, il ne faut pas parler de santé mentale. Donc oui, ils sont pris en charge, c'est organisé, mais il y a quand même des enjeux qui ne peuvent pas être abordés au sein de la communauté. Alors à ce moment-là, tantôt je parlais de stigmatisation, ici on est clairement dans l'autostigmatisation, et la stigmatisation au sein de la communauté même. Donc c'est un défi important, majeur. C'est une très bonne question. Les stratégies individuelles, elles portent beaucoup sur... C'est vrai que je ne peux pas tirer de grandes conclusions là-dessus. Mais ce qu'on voit, c'est que les intervenants qui sont eux-mêmes issus de l'immigration montrent une compréhension plus fine des parcours, des différents parcours auxquels font face les travailleurs, les nouveaux arrivants, les travailleurs en général. Donc, ça les prépare déjà à une certaine réalité. Qu'est-ce qu'ils mettent en place comme stratégie? C'est beaucoup essai-erreur. Ils vont aller chercher des formations en relations interculturelles à gauche et à droite. Ça va leur donner une idée plus précise des différentes choses à mettre en place. Mais les stratégies individuelles sont limitées. Puis je pense qu'une des pierres angulaires de notre étude, c'est que justement, il faut aller au-delà des stratégies individuelles. Elles peuvent marcher pour un temps, mais il faut vraiment miser sur une vision intégrée de l'adaptation des soins, qui touche donc la compétence individuelle, les compétences des collectifs de travail et les compétences organisationnelles. Si on ne fait pas ça, on risque gros. Bien, en fait, je n'ai peut-être pas précisé dans la présentation, mais nous, la collecte de données, on l'a commencé avec des gens qui sont en principe assez au début de leur processus. Donc, non, on n'a pas tellement vu sur leur représentation de la justice en général. C'est sûr qu'ils sont teintés par... souvent, on a eu un beau-frère, un cousin, un ami qui a eu un accident du travail. Fait qu'admettons, on connaît un peu le processus. Sauf que c'était beaucoup des gens qui... Des fois, peut-être que l'accident est arrivé il y a 3 ans, puis au début, ça s'est bien passé, puis l'an donné, c'est là, tout d'un coup, tout lâche, puis là, ben, il se prend un avocat, puis fait que c'était des gens qui étaient vraiment dans leur processus, puis jusqu'à présent, en tout cas, moi, ce que j'ai perçu des entrevues, c'est qu'il y avait peu, justement, de vision un peu plus macro de ce qui se passait, parce qu'ils sont vraiment dans le vif de l'action. Puis le but, c'est de les rencontrer une fois qu'ils en sont sortis ou qu'ils sont plus avancés pour justement voir à ce moment-là, est-ce que ça a évolué. Puis nous, c'est sûr qu'on se concentre sur les coûts, donc ça demeure très personnel parce que c'est eux, comment ils vivent vraiment au quotidien, justement. Mais fait que ça serait plus à venir, justement, qu'on va pouvoir avoir une idée plus grande de comment est-ce que leur représentation de la justice peut évoluer, justement, au cours du processus.
Là, je rajouterais que ben, le cas typique du travailleur qui ne connaît pas le système d'indemnisation et qui omet de préciser à son médecin que son problème de coude, par exemple, est lié au travail. Il y en a eu quelques cas comme ça où la personne nous racontait que qu'elle a réalisé après 1 an d'absence que c'était important de dire au médecin que c'est un accident de travail. Mais après 1 an, c'est trop tard. Là. Il avait déjà perdu son lien d'emploi. Donc, c'est un cas typique, malheureusement, qui touche donc la représentation du processus judiciaire sur fond de méconnaissance du système. Je dirais que les travailleurs parlent beaucoup de l'injustice du système et c'est un effet domino aussi sur les autres travailleurs, hein, parce que s'il y a un collègue qui a une mauvaise expérience ou d'autres collègues, alors les autres vont dire, ben c'est ça qui arrive, ça sert à rien en fin de compte. Donc, pourquoi est-ce que je vais faire tout ça? C'est pour ça qu'ils continuent à travailler jusqu'à temps qu'ils soient plus capables, parce que c'est vraiment un sentiment de découragement total, avec des gros problèmes après sur la santé mentale. Et là, il y a tout un autre volet par rapport à l'accès à des psychologues et puis les problèmes linguistiques pour ce qui est de traitement de problèmes de santé mentale aussi. Donc, beaucoup de découragement, de frustration, de sentiments très, très forts d'injustice, comme par exemple des travailleurs qui disent, ben moi j'ai été blessé au travail, alors pourquoi je suis sur l'aide sociale? Je ne devrais pas être sur l'aide sociale. Pourquoi est-ce que c'est mes enfants qui doivent s'occuper de moi? Pourquoi? Donc, beaucoup de frustration par rapport aux conséquences sur leur vie.